Bienvenue dans ce 4e épisode de la série Lettres du passé. Aujourd'hui, nous verrons des lettres de Louis XIII, dit le Juste, roi de France et de Navarre, ainsi qu'une lettre de la reine Anne d'Autriche, rédigée en 1638, après la naissance de Louis XIV. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu, et laissez un pouce bleu. Première lettre, rédigée en janvier 1624. Lettre de Louis XIII à Louis de Bourbon, comte de Soissons, pour lui exprimer ses condoléances à la suite du décès de sa sœur. Contexte historique. Au début du mois de novembre 1623, la sœur du comte de Soissons, appelée Mademoiselle de Soissons, décède. Louis XIII adresse à son cousin une lettre de condoléances dans un ton empreint de piété et de fidélité familiale. Cette lettre, rédigée dans une période où les tensions politiques sont nombreuses, rappelle aussi l'importance de la solidarité entre grandes maisons princières. Personnes impliquées, Louis XIII, né en 1601, décédé en 1643, roi de France depuis 1610. Louis de Bourbon, comte de Soissons, né en 1604, décédé en 1641, prince de sang, cousin du roi. Mademoiselle de Soissons, sœur du comte, décédée en novembre 1623. Mon cousin, si les occasions de vous rendre des preuves de ma bonne volonté se formaient sur mon désir, le sujet de vous la faire paraître ne serait jamais accompagné d'aucune douleur ni tristesse. Les événements étant à la disposition de Dieu, il les faut prendre comme il lui plaît les envoyer. C'est pourquoi, bien que cet écrit puisse renouveler vos ennuis de la perte qu'avait faite de ma cousine, votre sœur, que je sais vous être d'autant plus grande que vous l'aimiez parfaitement, je ne laisse de vous faire savoir le regret que j'en ai, m'assurant que vous serez consolé par cette connaissance de l'estime que je fais de votre maison et de vous, que je prie Dieu à voir, etc. Janvier 1624. Louis. Deuxième lettre. Lettre de Louis XIII à Monsieur de Marsillac, concernant le baron d'Anduze. Lettre rédigée à Paris le 25 janvier 1626. Contexte historique. Lettre de soutien de Louis XIII à Charles de Crugy-Marsillac, capitaine des gardes, afin d'autoriser une intervention auprès du baron d'Anduze dans le cadre des tensions politico-religieuses dans le Languedoc. La monarchie cherche à renforcer sa mainmise sur le Midi, où la noblesse protestante conserve de nombreuses places fortes. Cette lettre marque la confiance du roi envers un officier expérimenté, agissant au nom de l'autorité royale pour maintenir l'ordre et la loyauté. Personnes impliquées: Charles de Crugy-Marsillac, écuyer, seigneur du Thilou, né avant 1585, tué d'un coup de mousquet à Privas en 1629, ancien capitaine des gardes du duc d'Épernon, puis du duc de Soissons. Capitaine au régiment de Piémont, puis des gardes du roi, bénéficiaire de donations royales sur des biens confisqués à des huguenots. Le baron d'Anduze, probablement un seigneur du Languedoc impliqué dans les tensions locales. Les seigneurs protestants du Midi, en toile de fond du contexte. En 1626, les provinces du Languedoc, Béarn et Dauphiné sont encore fortement influencées par les élites huguenotes. Le roi cherche à rétablir l'autorité catholique en alternant négociation et fermeté. Monsieur de Marsillac, sur ce que vous m'avez témoigné par votre lettre du 1er de ce mois, avoir besoin de mes commandements en quelque occasion qui s'offrait de me rendre service, et fait dire qu'une lettre de ma main serait nécessaire pour autoriser les offres que vous avez faites au baron d'Anduze. Je lui écris et vous envoie la lettre que vous lui ferez rendre comme vous aviserez, vous assurant que l'on ne me peut faire service plus agréable que celui que vous proposez. S'il réussit, je le saurai dignement reconnaître, et cependant je vous dirai que les soins que vous témoignez avoir pour vous rendre utile à mon service me confirment en la croyance que j'ai eue que vous saurez toujours vous bien acquitter des commandements que vous recevrez de moi, qui prie Dieu, etc. À Paris,
ce 25 janvier 1626, Louis. Troisième lettre. Lettre diplomatique de Louis XIII sur la situation en Transylvanie, les affaires de Hongrie, de Verdun et les tensions en Italie et en Piémont. Note importante, la signature Boutillier qui figure en bas des prochaines lettres correspond à Claude Boutillier, né en 1581 et mort en 1652, secrétaire d'État aux Affaires étrangères de Louis XIII à partir de 1629. Il ne faut pas le confondre avec son fils, Léon Boutillier, qui lui succédera plus tard. Date et lieu de rédaction, 28 janvier 1631 à Paris. Contexte historique. En pleine guerre de 30 ans, guerre de 1618 à 1648, Louis XIII échange avec son ambassadeur à Constantinople, Philippe de Harlay, comte de Cézy. Il est question du soutien que la France pourrait apporter au prince de Transylvanie Stefano Bethlen et de l'équilibre à maintenir entre l'Empire ottoman, les Habsbourg et les États alliés. Cette lettre montre le rôle actif de la diplomatie française dans les Balkans, la Hongrie et la péninsule italienne. Elle souligne aussi l'attention du roi aux mouvements militaires et aux alliances religieuses et politiques qui touchent le royaume. Personnes impliquées: Philippe de Harlay, comte de Cézy, ambassadeur à Constantinople. Stefano Bethlen, frère du prince de Transylvanie. Maréchal de Toiras, commandant en Piémont. Sieur Servien, diplomate français. Comte de Marcheville, envoyé royal. Sieur de la Picardière, agent diplomatique. Sieur de Vaubecourt, chargé de reprendre la citadelle de Verdun. Monsieur le comte de Cézy, votre dépêche du 27e octobre est la dernière que j'ai reçue de votre part. Elle était accompagnée de la copie de celle que vous a écrite Stefano Bethlen, frère du feu Bethlen Tabor, qui a été élu prince de Transylvanie, pour être assisté de vos offices à la porte afin que son élection y soit confirmée. J'attendrai de savoir par vos premières ce que le grand Seigneur aura résolu sur ce sujet, comme aussi sur le changement du Bachat de Bude, pour sur cela juger quels pourront être les desseins dudit grand Seigneur du côté de Hongrie, et s'il inclinera à y faire la guerre, dont il sera très nécessaire que vous me donniez avis certain, afin d'en tirer les conséquences qui se doivent pour les affaires publiques. Quant à votre partement pour me venir trouver, mon intention est qu'il soit le plus prompt qu'il sera possible, suivant ce que je vous ai déjà mandé, ayant résolu de faire partir au premier jour le comte de Marcheville pour s'acheminer par-delà et prendre possession de la charge que vous y tenez. Cependant, j'estime que le sieur de la Picardière pourra donner grand avancement à l'effet de sa commission, en sorte que vous n'aurez pas occasion de différer davantage votre départ pour votre retour. C'est la réponse que je ferai sur votre dite dépêche. Depuis la dernière qui vous a été faite, ceux qui étaient dans la citadelle de Verdun ont obéi et ont remis la place entre les mains du sieur de Vaubecourt que j'avais ordonné pour la recevoir, tellement qu'il n'y a lieu, Dieu merci, dans l'étendue des terres de mon obéissance et protection, où mon autorité ne soit pleinement reconnue, ce qui n'est pas de petite considération. Pour les affaires du dehors, celles d'Italie s'acheminent à la paix. J'envoie mon cousin le maréchal de Toiras et le sieur Servien en Piémont pour travailler à l'exécution. Le dit maréchal aura aussi le commandement de mon armée. Encore que incliné du tout à l'établissement d'une bonne paix, je me tiens toutefois tout préparé à faire la guerre, afin que je n'y sois point surpris, et pour aussi en faire perdre l'envie à ceux qui l'ont pour la deuxième fois renouvelée, sans aucun fruit ni avantage. Sur ce, je prie Dieu, monsieur le comte de Cézy, qu'il vous ait en sa sainte garde. Écrit à Paris, le 28e janvier 1631. Louis. Quatrième lettre. Lettre affectueuse de Louis XIII à sa sœur, rédigée à Saint-Germain-en-Laye, après son retour de campagne militaire. Date: Saint-Germain-en-Laye, le 10 avril 1632. Contexte historique. Cette lettre intime,
entièrement de la main de Louis XIII, témoigne d'un rare moment de tendresse fraternelle du roi envers l'une de ses sœurs, probablement Élisabeth de France, épouse de Philippe IV d'Espagne, Christine, duchesse de Savoie, ou Henriette Marie, reine d'Angleterre. Écrite depuis Saint-Germain-en-Laye, quelques jours après son retour de Metz, ville stratégique en Lorraine, elle montre un Louis XIII apaisé, profitant de la chasse au printemps, loin des tensions politiques. Le ton est affectueux et sincère, et constitue un beau contraste avec la rudesse souvent associée à son règne. Ma sœur, votre secrétaire s'en retournant vous trouver, je prends bien volontiers cette occasion pour vous continuer les assurances de mon affection, que vous pouvez croire, qui sera toujours telle que vous la sauriez désirer. Aussi ne douterai-je jamais de la vôtre après les preuves certaines que vous m'en avez données. Il vous pourra dire qu'il m'a laissé en ce lieu où j'ai toujours été depuis mon retour de Metz. J'y prends le plaisir de la chasse pendant cette belle saison, et je m'y porte le mieux du monde, grâce à Dieu. Je le prie de tout mon cœur que vous soyez en aussi bonne santé et qu'il vous donne autant de contentement que vous en souhaitez. Votre bon frère. Signé Louis. 5e lettre. Lettre de Louis XIII au sujet du remplacement d'un vice-consul à Alexandrie d'Égypte, envoyé à son ambassadeur au Levant. Date, le 31 mai 1634. Rédigé à Fontainebleau. Contexte historique. La lettre s'inscrit dans le cadre de la gestion diplomatique et commerciale des représentations françaises au Levant, en particulier à Alexandrie d'Égypte. À cette époque, les consuls français jouent un rôle clé dans la régulation du commerce et la représentation des intérêts du roi auprès des autorités ottomanes. Louis XIII, informé d'accusations contre le vice-consul Philibert de Bermond, prend des mesures pour son rappel et son remplacement. Le roi demande à son ambassadeur d'intervenir auprès de la Porte, le gouvernement ottoman, pour légitimer la nomination de Santo Séguési, un Marseillais, à cette fonction. Personnes impliquées. Henri de Gournay, comte de Marcheville, vu dans l'une des précédentes lettres de cette vidéo. Il est nommé ambassadeur du roi de France à Constantinople en 1631 en remplacement de Philippe de Harlay, comte de Cézy, qui demeure cependant sur place. Philibert de Bermond, vice-consul français à Alexandrie, en Égypte. Il fait l'objet de plaintes pour mauvaise conduite ou abus dans l'exercice de ses fonctions. Le roi ordonne son rappel. François Savary de Brèves, né en 1560, décédé en 1628, mentionné à titre posthume. Ancien ambassadeur de France à Constantinople, il avait établi et financé le consulat d'Alexandrie, qu'il considérait comme sa propriété. Sa gestion passée est évoquée dans la lettre comme antérieure au problème actuel. Santo Séguési, marchand ou notable marseillais désigné comme successeur de Philibert de Bermond au poste de vice-consul. Il est présenté comme digne de confiance. Le grand seigneur, terme désignant le sultan ottoman régnant à l'époque, c'est-à-dire Murad IV, né en 1612, décédé en 1640, qui règne de 1623 à 1640. Monsieur le comte de Marcheville, les plaintes et accusations qui ont été faites contre Philibert de Bermond, vice-consul en Alexandrie d'Égypte, m'ont donné sujet de lui ordonner de revenir par-deçà pour se justifier. Et ayant ensuite trouvé bon que le sieur de Brèves, propriétaire du dit consulat, envoie au dit Alexandrie le sieur Santo Séguési, habitant de ma ville de Marseille, pour faire et exercer la dite charge de vice-consul, je vous écris cette lettre pour vous dire que vous vous employez à la porte du grand seigneur, à ce qu'il donne ses commandements nécessaires pour faire recevoir, installer et reconnaître le dit Santo Séguési en la dite charge de vice-consul. À quoi m'assurant que vous satisferez,
je prie Dieu qu'il vous ait, monsieur le comte de Marcheville, en sa sainte garde. Écrit à Fontainebleau, le dernier jour de mai 1634. Louis. Sixième lettre. Louis XIII au sultan, grand seigneur ottoman, Mourad IV. Date rédigée le 28 novembre 1636, à Saint-Germain-en-Laye. Contexte historique. En 1636, la France cherche à renforcer sa position diplomatique auprès de l'Empire ottoman dans un contexte de tensions en Méditerranée et en Europe centrale. Le comte de Cézy, ambassadeur à Constantinople, a été maltraité à la porte, ébranlant les relations franco-ottomanes. Louis XIII intervient pour apaiser la situation, insistant sur l'importance du respect mutuel entre souverains alliés afin de préserver la paix et le commerce. La lettre que le grand seigneur, notre très cher et parfait ami, nous a écrite il y a quelque temps, concernant ce qui s'est passé à l'égard du comte de Marcheville, notre dernier ambassadeur, a été reçue. Et le temps nous ayant permis de constater qu'il n'y a eu aucun changement ni altération dans l'alliance qui continue depuis longtemps entre les empereurs, nos prédécesseurs, et qui perdure entre nos deux personnes, nous avons été portés par cette considération à passer outre au traitement si extraordinaire fait à notre ambassadeur. Nous laissons entendre au grand seigneur, par la lettre que nous lui écrivons, sur quoi nous avons voulu en même temps vous faire la présente, pour vous informer de cette notre intention, et pour vous dire qu'il est de la prudence d'un sage et digne ministre tel que vous êtes, de tenir la main à ce qu'il ne soit plus usé de semblables traitements envers des personnes que le droit des gens et l'usage de tous les empereurs, rois, princes et peuples a rendus de tout temps sacrés et inviolables, et qui sont les images de leurs maîtres. C'est ce que nous estimons que vous ferez très volontiers, et que le grand seigneur aura agré d'en considérer l'importance selon que les occasions le pourraient ci-après requérir. Sur cette créance, nous faisons préparer un autre ambassadeur pour envoyer par-delà, afin de renouveler et affirmer les anciennes capitulations et rétablir de part et d'autre tout ce qui peut avoir été altéré par la longueur du temps. Il partira aussitôt que mes sujets trafiquants en les mers et ports de l'Empire de Delà auront pourvu à l'acquittement des dettes que le sieur comte de Cézy, notre ancien ambassadeur, a contractées sur le sujet du commerce, à quoi nous leur avons donné l'ordre de satisfaire le plus tôt qu'il se pourra. Ce qu'ils feront, pourvu qu'on leur facilite cette affaire, faisant réduire les créanciers du dit comte de Cézy à la liquidation qui a été faite de leurs dettes par un personnage que nous envoyâmes exprès, il y a quelques années pour cet effet. C'est tout ce que nous vous dirons par la présente, nous remettant au dit comte de Cézy de vous assurer de la continuation de notre bonne volonté en votre endroit. Sur ce, nous prions Dieu qu'il vous ait illustre et magnifique Seigneur, en sa sainte et digne garde. Louis. Septième lettre. Lettre rédigée par Anne d'Autriche concernant la naissance du dauphin. Date rédigée vers septembre 1638, Saint-Germain-en-Laye. Contexte historique. Le 5 septembre 1638, après 23 années de mariage stérile et plusieurs fausses couches, la reine Anne d'Autriche met au monde un héritier tant attendu, Louis Dieudonné, futur Louis XIV. La naissance de ce miracle est perçue comme une bénédiction divine après des années d'inquiétude sur la succession. Cet événement vient consolider la dynastie des Bourbons et apaiser les tensions politiques. Dans cette lettre intime adressée à sa sœur, Anne exprime avec pudeur et gratitude sa joie, tout en signalant son état encore fragile après l'accouchement. Personnes impliquées. Anne d'Autriche, née en 1601, décédée en 1666. Reine de France, épouse de Louis XIII, mère de Louis XIV. Louis XIII, roi de France, époux d'Anne d'Autriche. Louis Dieudonné, futur Louis XIV, fils nouveau-né, héritier du trône. Destinataire, très probablement l'infante Marie-Anne d'Autriche, sœur cadette d'Anne. Ma sœur, c'est que nous sommes l'une à l'autre, et vos continuels désirs pour mes contentements me font aisément croire que la nouvelle de mon heureux accouchement vous sera très agréable. Et comme l'état où je suis ne me permet pas grand discours, je vous dirai seulement que Dieu m'a donné un dauphin,
qui se porte bien, grâce à sa divine bonté, et la mère de même. Le gentilhomme que le roi Monseigneur vous dépêche sur ce sujet vous en dira davantage, ainsi que la joie que nous en avons tous. Je m'assure bien que la vôtre n'est pas moindre que la croix. Votre bien bonne et affectionnée sœur, Anne. 8e lettre. Lettre autographe signée de Louis XIII au cardinal de Richelieu. Date le 27 octobre 1641 à Chantilly. Contexte historique. En octobre 1641, Louis XIII écrit depuis Chantilly au cardinal de Richelieu. Il s'inquiète de l'état de santé de Charlotte Marguerite de Montmorency, princesse de Condé, qu'il appelle Madame d'Enghien. Cette dernière est censée résider à Chantilly, bien que le domaine ait été confisqué par la couronne à la suite des conspirations de son frère Henri II de Montmorency. Le roi, qui apprécie séjourner à Chantilly pour la chasse et les fêtes, semble résider sur place au moment de cette lettre. Il informe Richelieu de l'amélioration de l'état de Madame d'Enghien, sans fièvre, et exprime son attente de recevoir sa musique. Personnes impliquées. Le cardinal de Richelieu, né en 1585, décédé en 1642, principal ministre de Louis XIII. Charlotte Marguerite de Montmorency, princesse de Condé, appelée ici Madame d'Enghien. Sous l'Ancien Régime, une femme pouvait être désignée par le titre de son fils, en l'occurrence le duc d'Enghien, titre de courtoisie porté par Louis II de Bourbon, son fils, héritier des Condé. Cela était fréquent dans les usages de cour. De Chantilly, ce 27 octobre 1641, j'envoie ce gentilhomme exprès pour savoir de vos nouvelles. J'ai envoyé aujourd'hui savoir des nouvelles de Madame d'Enghien, laquelle se porte bien et sans fièvre. Je ferai la fête ici, ayant pour cet effet envoyé quérir ma musique. Je vous attends avec impatience, me semblant qu'il y a 2 mois que je ne vous ai vu. Je vous donne le bonjour. Louis. Je prendrai encore demain médecine. 9e et dernière lettre. Extrait du testament politique de Louis XIII. Date et lieu de rédaction. Avril 1643 à Saint-Germain-en-Laye. Contexte historique. À la fin de son règne, Louis XIII, affaibli par la maladie, rédige un testament politique et spirituel. Ce texte vise à assurer la continuité monarchique après sa mort imminente, en encadrant la régence d'Anne d'Autriche et en laissant à son fils Louis XIV un royaume stabilisé. Dans ce passage, le roi exprime sa foi profonde, fait le bilan de ses victoires, de ses luttes contre les rébellions et l'hérésie, et justifie son autorité comme issue de la volonté divine. Le ton solennel et théologique montre l'image qu'il souhaite laisser de son règne, celle d'un prince pieux et missionné par Dieu. Depuis notre avènement à cette couronne, la bonté divine a donné à ce royaume des marques si visibles de sa protection que nous ne pouvons réfléchir sans étonnement sur les événements passés de notre règne, qui sont autant d'effets miraculeux de cette même bonté. Dès notre avènement à la couronne, quelques esprits inquiets et portés au mal se servirent de l'occasion de notre minorité pour troubler le repos de l'État. Mais cette divine main a si puissamment protégé notre innocence et la justice de notre cause que le commencement et la fin de leurs pernicieux desseins n'a été qu'une même chose, et leurs entreprises injustes, bien loin d'affaiblir notre puissance, n'ont servi qu'à l'affermir davantage. La faction de l'hérésie s'étant soulevée pour former un parti dans l'État et partager avec nous l'autorité royale, Dieu s'est servi de nous pour abaisser son orgueil, et employant notre bras comme un instrument de sa puissance, il nous a donné les moyens de rétablir l'exercice de la véritable religion et de redresser ces autels que l'hérésie avait abattus dans tous les lieux d'où elle avait banni le vrai culte de la divinité. Lorsque nous avons entrepris de protéger nos alliés, le ciel a favorisé nos armes de tant d'heureux succès qu'à la vue de toute l'Europe et contre l'attente de tout le monde, nous les avons maintenus dans la possession de leurs États. Lorsque toutes les forces des ennemis communs de cette couronne se sont unies contre nous, Dieu a confondu leurs projets ambitieux. Enfin, pour faire éclater davantage sa bonté envers nous,
il a répandu ses bénédictions sur notre mariage par la naissance de 2 fils lorsque nous nous y attendions le moins. Mais si, d'un côté, la majesté divine nous a rendu le plus grand et le plus glorieux prince de l'Europe, elle nous a fait connaître en même temps que les plus grands princes ne sont pas exempts de la condition commune de tous les hommes, et elle a permis que parmi tant de prospérité, nous ressentions des effets de la faiblesse de la nature humaine. Et bien que la maladie dont nous avons été attaqués et qui continue encore ne nous donne pas lieu de désespérer de notre guérison, et qu'au contraire nous puissions, selon toutes les apparences, nous promettre l'entier rétablissement de notre santé, cependant, comme les événements des maladies sont incertains et que bien souvent les jugements des personnes les plus expérimentées sont sujets à être trompés, nous avons cru être obligés de donner ordre à tout ce qui est nécessaire pour la conservation du repos et de la tranquillité de notre royaume, au cas que Dieu disposât de nous. Merci d'avoir suivi ce 4e épisode. En attendant le 5e épisode de cette série, si vous avez aimé le contenu, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour nous encourager et laisser un pouce bleu. Nous tentons de nous améliorer d'épisode en épisode et nous vous remercions pour votre soutien. Merci.